Bonjour. Alors, en prévision de la troisième interface que vous allez devoir imaginer, concevoir pour votre projet, ben, je vais vous faire un résumé du livre de Golden Krishna qui s'appelle The Best Interface is No Interface. C'est sûr que si vous allez lire le livre, si vous prenez le temps de fouiller sur YouTube puis trouver des présentations de qu'est-ce que de ce livre-là fait par l'auteur, ça va être plus intéressant. Mais au cas où l'anglais soit pas naturel ou vous n'ayez pas le temps, ben, je vais quand même vous faire un résumé le plus bref possible. Mais écoutez, j'en ai 45 slides, fait que c'est sûr que ça va prendre un petit moment. Alors, on commence. Donc, le livre s'appelle No Interface, or The Best Interface is No Interface. Puis ça, alors ici, en rouge, c'était la couverture une de ses présentations sur YouTube. Alors, il commence en nous parlant du fait que à chaque époque, le design a apporté des modes, des styles. Alors, il cite le début des années 20, qui était équipé pour la vitesse. Puis là, tout d'un coup, ces styles-là se sont ramassés dans des places qui n'ont pas rapport. Alors, une agrafeuse dans un style de la vitesse, pourquoi on a fait ça? Je ne sais pas. C'est beau, c'est cool, mais est-ce que ça répondait à la fonction? Est-ce que c'était nécessaire? Pas sûr. Encore une fois, la super auto qui était très unique, de 1938. Encore une fois, la vitesse, le look. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir un fer à repasser qui a le même look? Je sais pas. Je pense que, alors, il y a un effet de mode. Et puis là, lui, son argument, on est encore en 2015, c'est que tout ce qu'on a, alors on a été frappé par une espèce de vague d'applications qui est venue avec la surutilisation, l'utilisation actuelle du téléphone intelligent. Et puis là, on voit des téléphones intelligents partout. Et puis, en fait, alors, il raconte que Golden Krishna est un peu un poète. Alors, il s'amuse à faire toutes sortes de jeux de mots. Fait qu'il nous explique que finalement, la réalité vue à travers cet écran-là devient plus merveilleuse, plus sympathique, plus sweet, comme il dit. Mais il pose la question, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des écrans partout? Alors là, un écran sur un dispenseur d'eau. Ça, c'est la table c'est à Las Vegas, le café de Love qui va avec le show voyons, du Cirque du Soleil sur les Beatles, qui en fait, c'est un design qui a été imaginé par des Canadiens, des Montréalais. Mais alors, il pose des questions. Est-ce qu'une table smart donne une meilleure expérience? Cette table-là en question est vraiment cool parce que quand on s'amuse, on dessine dessus. Le serveur a une bague particulière, puis peut prendre le dessin, puis de pitcher sur le mur, puis de le partager avec le reste. C'est quand même sympathique. Mais alors, il pose des questions. Est-ce qu'une table et un écran, ça va nécessairement ensemble? Moi, je pourrais dire que certains des cafés qui étaient les plus sympathiques il y a 40 ans, 50 ans, avaient des tables en ardoise sur lesquelles on dessinait en attendant qu'on se fasse servir. C'est pas très différent. Il parle des écrans dans les Tesla. Évidemment, il est un petit peu sarcastique. Il parle aussi du fait qu'en 2012, pour les Olympiques de Londres, tout d'un coup, Londres a investi énormément d'argent pour avoir un branding qui était beaucoup plus numérique. Fait que là, oui, on peut suivre cette poubelle-là sur Twitter ou on peut regarder la poubelle dehors pendant qu'on est dehors pour savoir quel temps il fait dehors. Et puis à 47 000 la poubelle, ben ça fait cher pour des évidences. Après ça, il parle d'un autre phénomène, c'est-à-dire tous les jobs UI, UX, UX, UI qu'on peut voir partout. Alors ça a été ramassé donc sur un site là, de genre LinkedIn, là, que des entreprises qui cherchent des designers UI, UX. En fait, il y a un mélange des genres parce que le UI, ben, on parle
c'est quoi? Ben, c'est de la navigation, des menus, des boutons, des fenêtres, des coins arrondis, des ombrages. Écoute, alors il y a toute cette liste-là qui sont vraiment très axées interface, des animations par balayage, du défilement, l'iconographie, des couleurs, des listes, des diaporamas, toute espèce de choses. Ça tombe dans le UI. Alors que le UI, le UX, c'est des gens, c'est le bonheur, c'est la résolution de problèmes, c'est la compréhension des besoins, c'est de l'amour, de l'empathie, l'efficacité, du divertissement, du plaisir, du sourire, de l'âme, la chaleur, la personnalité, c'est l'utilité des choses, la joie, la satisfaction, l'enchantement, la magie, la productivité, etc. Alors, vous voyez le topo. Ce à quoi il nous confronte avec une question évidente, c'est à force de confondre le UX, qui est résoudre le problème de quelqu'un, avec le UI, qui est créer des interfaces écran, on finit par résoudre des problèmes avec des écrans. Faire que l'un et l'autre se connectent, puis on n'en sort pas. Alors que du bon design d'expérience, c'est pas nécessairement juste des bons écrans, c'est des bonnes expériences. Fait que là, il nous pose la question des bonnes expériences. Il nous donne un exemple d'un cellulaire, d'une application qui nous aide à débarrer des portes. Alors, par exemple, là, on voit la première génération, là, tu vas chercher l'application, puis en cliquant sur débarrer, ça parle à un dispositif mécanique qui va faire tourner la clé de la porte, puis qui va débarrer la porte. Le but, là, c'est de remplacer des clés, puisqu'on a notre cellulaire partout, on perd nos clés, on perd moins souvent notre cellulaire. Mais ce que Golden Krishna nous dit, c'est que si on regarde le scénario d'utilisation réel de cette affaire-là, alors ici, on nous montre deux images, tic-tac, ça marche. La réalité, c'est qu'on arrive à la porte, un. Deux, on va chercher son cellulaire, on réveille son cellulaire, on débarre le cellulaire si on l'a déjà barré, oups. Après ça, là, c'est 5, on est à débarrer. On attend que ça se réveille, tac, 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 tac. Après ça, on arrive avec la liste de nos applications qui se réveillent. On choisit la bonne. Oups, on s'est trompé, on choisit l'autre, OK. Là, l'application de Luckytron se réveille. Là, on débarre la porte et on rentre. Fait que grosso modo, ça se fait entre 10 et 12 étapes dans la réalité de c'est quoi se servir de cette application-là pour débarrer une porte. Alors que dans le processus typique réel, c'est tu arrives à la porte, puis tu voudrais que la porte ouvre. Tu veux pas aller chercher des clés, tu veux pas aller chercher... Tu sais, c'est ça le but. Tu sais, c'est t'arrives à la porte ouvre. Alors, puis il dit, une des raisons pour lesquelles on se ramasse avec des prototypes de cette longueur-là, au lieu de ceux-là, c'est qu'on calcule, on a des métriques qui ne sont pas nécessairement les bonnes. Quand on calcule le nombre de clics, le nombre de retours, est-ce qu'on a rendu les gens accros? Alors, ce que ça fait, c'est que notre production, le travail qu'on a fait, produit des expériences avec plus de temps d'écran pour plus de personnes. Hmm. Un des résultats de ça, c'est, puis vous avez dû entendre parler là, de ce chiffre-là, c'est-à-dire qu'à force d'être dérangé par les écrans, par les notifications tout le temps, par la peur de manquer, le FOMO, ben là, on est passé d'un temps d'attention typique qui était de 13 secondes continues à un temps d'attention qui est de, je pense, tomber à 8 secondes ou 7 secondes. Puis alors que Poisson Rouge, lui, est capable de garder son attention sur quelque chose pour 9 secondes. Fait que là, on est en fait juste un petit peu en dessous de l'attention typique de Poisson Rouge. Je sais, c'est une boutade, mais il y a quelque chose là-dedans là, qui pose des questions. Pour le designer, ça nous pose une question. Puis là, il nous donne d'autres statistiques, c'est-à-dire le CDC, le Center for Disease Control américain, a constaté que 1000 personnes sont blessées et près de 10 personnes meurent chaque jour aux États-Unis parce qu'ils sont distraits par leur téléphone portable en conduisant. Si c'est encore vrai, j'aimerais savoir une date là-dessus, mais si c'est encore vrai, c'est épeurant.
le type de luminosité que nos écrans émettent, c'est la lumière de plein jour. Et donc, ça finit par déranger notre cycle circadien de sommeil. Puis ça dérange notre concentration, etc. Les études aussi suggèrent que nous obtenons nos idées les plus originales quand on arrête la stimulation constante et qu'on s'ennuie, en fait. Quand on a du temps à s'ennuyer, ben là, tout d'un coup, notre cerveau est capable de faire des connexions plus surprenantes. Mais si on s'ennuie jamais, si on est toujours stimulé, ben on est voué à être plus sécurité, à avoir peur de s'ennuyer, mais à avoir peur d'avoir des bonnes idées aussi. Ah, ça, c'est une étude dont j'aimerais bien avoir la citation. Ça a été reporté sur NPR dans une émission qui s'appelait Kids and Screen Time, disons avant 2015, mais ça disait que une étude qui disait qu'auprès des enfants de sixième année qui ont passé 5 jours sans exposition à la technologie, que ces enfants-là étaient significativement meilleurs à reconnaître les émotions des autres que des enfants qui avaient un accès régulier au téléphone, au téléviseur, aux écrans, aux ordinateurs. Fait que, en fait, ce qu'il dit, c'est que d'être constamment plugué sur nos écrans, ça nous désensibilise aux autres. Un petit peu épeurant. Fait qu'on est passé, alors lui, il analyse ça comme on est passé de trop de papier à trop d'écran. Puis là, il revient à l'exemple de son Luckytron. Entre-temps, lui-même a parlé aux gens de Luckytron, puis il leur a communiqué l'absurdité de cette affaire-là. Et puis, tout d'un coup, ils sont passés de une interaction qui était screen-based, qui était basée sur une interaction écran, à une logique de une interaction sans écran. C'est-à-dire essayer d'arriver puis ouvrir. Alors, avec la reconnaissance de l'application dans nos poches, on arrive auprès de la porte ouvre. Ben, de passer de l'un à l'autre, une des choses que ça a fait, c'est que quand Luckytron s'est installé sur Kickstarter, ils sont allés chercher 2,2 millions de dollars US. Ils en demandaient, je pense qu'ils demandaient 150 000. Et puis les gens étaient tellement ravis qu'ils ont ramassé comme plus d'argent, tu sais, là, 10 fois plus d'argent qu'ils pensaient. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Et tout ça sans les mains. Là, il nous donne des exemples des manières d'intégrer la connaissance, monitorer la santé mentale. Ce que l'application fait, c'est qu'elle suit la communication et le mouvement. Puis il y a des patterns qui sont normaux, puis des patterns qui sont symptomatiques de dépression dans la communication et dans le mouvement. Puis quand ces patterns-là apparaissent, ben, l'application en soi parle à la personne, mais aussi envoie des signaux à ses supérieurs pour dire hey, là c'est le temps de faire quelque chose, il faut intervenir. Bon, évidemment, on imagine que les supérieurs sont bienveillants, puis ils vont faire les bonnes choses, mais c'est quand même, l'idée, c'est d'aider, d'encadrer, puis de ne pas laisser les gens, imaginez en temps de pandémie, laisser les gens déprimés tout seuls dans leur coin, là, ça serait épouvantable. Une autre application, qui sont des types d'applications comme Nest, Tado, il y en a plein d'autres pour gérer la température de la maison. C'est quand l'application s'aperçoit qu'il n'y a plus personne à la maison, qu'on est à un diamètre assez loin. Fait que là, il se transfère en mode loin. Donc, il laisse aller il baisse la température de la maison, il sauve de l'électricité, etc., etc. Ou d'autres, une application très simple qui existe, je ne sais même pas si c'est une application, c'est juste de pouvoir aider les gens qui arrivent à leur auto à ouvrir le coffre de l'auto sans avoir besoin de leurs mains parce qu'ils ont des paquets et ou d'autres choses précieuses avec eux. Donc, sur ce, Golden Krishna nous offre. Golden Krishna, c'est un designer, quand même, c'est un designer UX. Et donc, il offre 3 principes de base. Puis là, à partir de là, dans son livre, le livre devient très directif. Mon Dieu, il y a plusieurs pages, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié les pages du livre presque littéralement pour que vous y ayez accès. Mais il y a un fascicule qu'il offre gratuitement en PDF sur le web. Fait que si ce que je vous offre, c'est pas assez, allez chercher le fascicule, mais c'est quand même
Je vous le réserve. Alors, donc, premier principe, focaliser sur le processus typique plutôt que sur qu'est-ce que les écrans pourraient faire ou qu'est-ce que les écrans font. Fait que, allez voir qu'est-ce que les humains ont besoin de faire. C'est ça le processus typique. C'est aller voir qu'est-ce qui... Vous avez fait ça là, jusqu'à date dans, dans vos projets. Puis il faut arrêter de penser qu'est-ce que Wikipédia ou qu'est-ce que Duproprio peut faire ou voudrait faire, comment corriger qu'est-ce qui existe, mais dire qu'est-ce que les humains qui utilisent ces services-là ont besoin que ces services-là fassent pour eux. Profiter des ordinateurs au lieu de les servir. Puis là, son principe ici, c'est arrêter de travailler pour eux. Les ordinateurs ne devraient pas nous faire travailler, ne devraient pas nous faire faire des affaires, mais c'est l'inverse. Ils devraient travailler pour nous. Ils devraient nous alléger et puis s'adapter aux individus. Donc, allons voir de plus près. Le premier principe, c'est aller voir Embrace typical process instead of screen. Alors, aller voir c'est quoi le scénario typique. Et puis, il faut alors là, le processus typique ou le scénario typique, on l'a trouvé en faisant, vous l'avez trouvé en faisant des entrevues, puis vous l'avez identifié pour faire vos cartes de l'expérience. Tous font référence à la réalité de l'expérience des utilisateurs dans la vraie vie. Ils incluent les frictions, les moments de décision, les partenaires, les autres sources d'informations nécessaires à l'accomplissement de l'expérience. Là, ici, je traduis ces mots à lui, mais on reconnaît bien là, ce que vous avez fait aussi. Après ça, le deuxième, là, je ne m'étire pas parce qu'on l'a fait beaucoup. Le deuxième principe, c'est servez-vous des utilisateurs au lieu que eux se servent de vous ou vous fassent travailler. Bon, alors maintenant, c'est gestion. Là, je vais vous lire le passage, mais quand même. Donc, une nouvelle sorte de job. Nous servons l'ordinateur. C'est une nouvelle sorte de job, un nouvel ensemble de courses débilitantes, intégrées à nos vies déjà bien remplies. Au cours des dernières décennies, ces demandes de temps ont occupé une plus grande partie de notre horaire. Ces tâches sont les résultats d'interfaces utilisateurs qui exigent notre attention comme une norme attendue. Ce sont des sous-produits de l'approche à l'écran. Alors, de quoi on parle? On parle des mises à jour des logiciels à télécharger et à installer. On parle de réinstaller les notifications, de réinitialiser les notifications, les fichiers, les dossiers à trier, les messages à archiver, les demandes de médias sociaux à confirmer, les calendriers à mettre à jour, les soldes de cartes de crédit à vérifier, des informations à vérifier, l'espace de stockage à gérer, la sauvegarde des documents, télécharger des photos, la messagerie. Écoutez, ça continue comme ça pendant au moins toute une page, mais je suis sûre que vous reconnaissez le type de tâche qui ne devrait pas être nécessaire, en fait. Mais où est-ce qu'on se ramasse à faire de la job de gestion pour les ordinateurs? Alors que lui, son principe, c'est que les ordinateurs devraient nous servir. Alors, nos sens, profiter de l'ordi, profiter de notre corps. Nous autres, on a des sens, c'est-à-dire entendre parler, toucher, gesticuler, se tenir debout, se pencher, s'asseoir, se déplacer, marcher, tourner, regarder, suer, sourire. Là, j'ai mis là toutes sortes de choses qu'on peut monitorer avec différents senseurs, différentes manières de faire. Pas juste les sens ordinaires. Fait que, il y a beaucoup de choses. Puis là, il passe dans une liste assez exhaustive, vraiment intéressante, de tous les types de fonctions qu'un téléphone intelligent peut avoir. Alors, il y a des radios, des senseurs, caméras, des API, ça c'est des accès à Internet, des applications de genre qui nous donnent accès à Internet, les furteurs web, puis là, il les décrit. Je vous invite à... Tu sais, je ne le lirai pas pour vous, là, si vous voulez, faites une pause, puis lisez ça tranquillement, ou allez chercher son fascicule. La même chose ici. Donc, il décrit le type de senseur, la lumière colorée, la pression barométrique, les champs magnétiques, la température, l'humidité, tout ça, ça peut être là. C'est pas, il n'y a rien de nouveau.
Euh, dans les senseurs de mouvement, il y a l'accéléromètre pour savoir la vitesse, le gyroscope pour savoir comment vous tournez dans l'espace, les chocs. Alors, si vous marchez, est-ce que ça peut être un déclencheur commun pour les alarmes de voiture, de podomètre? OK. Les positions. Si vous êtes à proximité de quelque chose ou de quelqu'un, les senseurs de son. Alors, vous avez évidemment le microphone, la physiologie, moniteur de fréquence cardiaque et autres que vous connaissez déjà. Bon, il y a des caméras vidéo, caméras photo, différentes API, différentes applications pour nous mettre en communauté. Les furteurs, bon, ben là, il y a toutes sortes de choses, mais euh, il y a toutes sortes d'informations aussi, des données de l'agent utilisateur, etc., etc. Là, il nous raconte un peu comment on pourrait utiliser le baromètre à l'intérieur de notre téléphone intelligent, le magnétomètre pour aller voir, encore une fois, prenez le temps là, d'arrêter, peut-être de vous rapprocher pour être capable de lire qu'est-ce qui est écrit ou d'aller le chercher. D'aller l'accéléromètre, savoir est-ce que ça bouge, est-ce que ça tourne. Tout ça, c'est de l'information qui peut aider à articuler les fonctions que vous voulez mettre, que vous voulez nous rendre utiles. Le gyroscope, il y a beaucoup, beaucoup de choix avec lesquels vous pouvez travailler. Et puis des solutions qui réduisent la gestion numérique. Alors, il y a toutes sortes d'applications qui existent déjà, qui nous aident à gérer notre calendrier, qui nous aident à coordonner différentes applications entre elles ou différentes plateformes entre elles qui peuvent nous aider. Fait que, bref, je vous mets ça j'aimerais ça semer la graine parce que tout ça, vous pouvez utiliser ces choses-là pour votre troisième application. Fait que si je reviens, c'est sûr que votre troisième interface, elle pourrait faire partie de quelque chose comme le Internet of Things, si c'est pertinent pour vous, si c'est pertinent pour votre projet. Ça pourrait faire partie des interfaces vocales. Une des choses qui arrive avec le Internet of Things, c'est que tant qu'il fallait sortir un ordinateur de poche, donc un téléphone, pour aller chercher une application, pour pouvoir parler, pour s'assurer que l'électricité soit répartie de manière équitable entre, disons, le lave-vaisselle et le four selon les heures de la journée, on ne le faisait pas. C'était comme trop de troubles. Mais tout d'un coup, avec les interfaces vocales, ben c'est un petit peu plus direct. Tu sais, on peut demander à notre Google, à notre Alexa, à notre quoi que ce soit d'autre, de nous aider à gérer le Internet of Things. Puis là, ça ressemble un peu plus à moins d'écran. C'est sûr qu'il faut donner des ordres, puis il faut encore gérer, mais c'est comme mieux. Il y a d'autres applications qui sont plus collectives, qui nous aident à collectivement à se parler, puis jouer, puis augmenter. Si on regarde le troisième principe, c'est s'adapter aux humains. Alors là, en s'adaptant aux humains, on s'éloigne des interfaces. En s'éloignant des interfaces, l'expérience peut plus facilement être ajustée comme un gant à l'utilisateur lui-même. Regardez le premier graphique. Alors, disons qu'on va s'acheter un nouveau device ou une nouvelle application. Au début, on figure comment ça marche, whoop, puis après ça, l'augmentation du bonheur est assez graduelle, est assez stable en fait, parce que c'est mécanique, puis là, ça fait toujours la même chose jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin ou que ça soit en dehors des phases de nos utilisations. Puis ça reste un petit peu comme ça. Tandis que quand on regarde des systèmes qui s'adaptent, puis là, des systèmes qui s'adaptent, ça va être des systèmes intelligents. C'est des systèmes avec de l'intelligence artificielle un peu ou beaucoup. Bien, ça prend un moment pour ce système-là à apprendre sur nous, à voir qui on est. Il y a comme un moment d'adaptation. Puis, quand il y a saturation des données, quand ce système-là nous connaît assez, connaît les rythmes, là, tout d'un coup, il se met à vraiment pouvoir nous suivre comme un gant, puis vraiment pouvoir augmenter, devenir un vrai assistant, un vrai partenaire dans ce qu'on fait. Alors, donc, en s'éloignant ici, et puis le système va étudier nos patterns. Alors, il nous donne, il peut par exemple figurer que
quel est notre lieu de notre travail, c'est-à-dire où est-ce qu'on travaille, pardon. C'est-à-dire que ça va être où la personne a tendance de passer son temps dans le milieu de la journée, de 9 heures à 5 heures. La vitesse de déplacement moyenne, la vitesse de marche, à quelle vitesse on roule quand on est en auto ou en avion ou en service de transport en commun. On peut utiliser ces modèles pour créer une expérience en constante évolution avec les besoins, désirs et préférences. Ici, il raconte l'histoire typique d'une fille qui appelle Ashley, puis qui prend le train pour rentrer travailler à New York. Typiquement, elle s'endort, puis elle passe tout droit à son arrêt. Ben, typiquement, ça arrive une fois par semaine ou une fois aux 2 semaines qu'elle passe tout droit parce qu'elle fait un long trajet en train. Puis quand arrive son arrêt, pouf, elle oublie de se réveiller. Fait que, imagine si euh, ouais, imagine si son téléphone intelligent a fini par à comprendre l'habitude de où Ashley est supposé de sortir. Quand est-ce qu'on arrive à cet arrêt-là? C'est quoi les rythmes d'arrêt du train avant ça? Puis là, juste avant à la dernière, l'avant-dernier arrêt, ben, que le système ait la permission de faire un pipi 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 pour pouvoir réveiller Ashley qui tout d'un coup arrêterait de manquer son arrêt au cas où que ce serait le cas. C'est le genre de truc qu'un système adaptatif pourrait faire. Alors, sur ce, moi, j'arrête la description de ce livre-là et j'espère que ça vous donne des idées comment réfléchir à votre troisième interface. On va en parler définitivement plus euh, ensemble quand on va se revoir, mais peut-être aussi, je vais peut-être vous envoyer un email avec ça. Alors, merci beaucoup. À plus tard.